Et j'allais dire, quel serait le message que vous souhaiteriez faire passer, par exemple, à une jeune personne handicapée qui nous écoute, qui nous regarde? Qu'est-ce que vous souhaiteriez faire passer en termes de leçons de vie? Aller au bout de ses rêves. Et c'est pas parce on vit une situation de handicap, ça peut être plus difficile, mais c'est pas pour Mm, ça qu'on ne peut pas réaliser ses rêves, qu'on ne peut pas mm, voyager, travailler. Bienvenue à cette nouvelle rencontre de Human Diversity, la série qui nous donne à nous émerveiller face à toute la pluralité dont l'être humain est porteur. Et aujourd'hui, nous avons la joie, le plaisir de vous accueillir. Bonjour à vous. Bonjour Joseph, bonjour à tous. Bonjour. Mais qui êtes-vous? Je m'appelle Amandine Pillot, j'ai 38 ans, je vis à Toulouse. Je suis moi-même en situation de handicap car je suis malvoyante et je travaille aussi dans le domaine du handicap. Cette activité dans le domaine du handicap, de l'inclusion, vous mène notamment à réaliser des formations. J'accompagne les entreprises dans leur politique handicap en mettant en place différentes actions au cœur, au sein de l'entreprise. Et je propose effectivement des formations que j'anime destinées principalement aux responsables RH ou aux managers sur la question de l'inclusion et de l'inclusion du handicap dans les entreprises. Voilà, que ce soit pour les RH ou les managers. Est-ce que vous avez remarqué une évolution dans la position, les convictions des responsables en question dans le monde de l'entreprise, par exemple? Les choses évoluent dans le bon sens. Il y a encore du travail, c'est progressif, mais je trouve qu'effectivement, depuis quelques années, les choses ont plutôt tendance à évoluer de façon positive. Les gens s'ouvrent davantage, sont curieux, il y a plus de demandes aussi. Donc je considère effectivement que ça va plutôt dans le bon sens. Quel est le profil, on va dire, type de l'entreprise très engagée dans le monde de l'inclusion en termes de taille, de secteur d'activité? Qu'est-ce que vous avez observé? Peut-être que les grands groupes sont par nature, disons, très engagés parce qu'ils ont des contraintes importantes par rapport à ça. Et donc, ils ont fini effectivement par s'engager. Ensuite, on a aussi quand même des PME et des ETI qui sont réellement engagées. Généralement, celles qui sont le plus engagées, c'est qu'il y a vraiment à la manœuvre, à la direction, disons, une personne qui va être alors directement concernée, soit parce que ça arrive qu'elle soit elle-même effectivement en situation de handicap ou qu'elle ait un proche qui soit concerné et donc elle va donner l'impulsion. C'est vrai que c'est souvent encore le cas. Dans les entreprises où il y a un vrai engagement, il y a souvent voilà, un dirigeant qui est concerné. Oui. Lorsque on est concerné à titre direct ou familial, on peut avoir plus de motivation pour réaliser l'inclusion. Les gens qui s'engagent, qui connaissent un petit peu le sujet, qui sont à l'aise avec ces situations, eh bien oui, ce sont encore souvent des gens qui sont directement concernés dans leur entourage en général, effectivement. Mais pour les personnes quand même majoritaires qui ne sont ni handicapées ni concernées à titre immédiat par le handicap, qu'est-ce qu'on pourrait apporter pour créer peut-être cette culture du handicap? Est-ce que d'ailleurs c'est le bon terme à votre avis ou pas? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ce que je trouve rassurant, c'est que les gens qui aujourd'hui cherchent du sens après la pandémie ou parce qu'ils font partie des jeunes générations, ils sont aussi plus concernés par la diversité, l'inclusion de tous finalement, et donc y compris des personnes en situation de handicap. Donc ça déjà, je trouve que c'est plutôt rassurant et encourageant.
L'autre élément aussi qui va dans ce sens-là, avant de voir ce qu'on pourrait faire pour effectivement améliorer cette culture handicap, cette ouverture. Aujourd'hui, pour les jeunes actifs qui arrivent sur le marché du travail, eux-mêmes ont été forcément en fait confrontés au handicap à l'école, ce qui n'était pas le cas pour les générations précédentes. Et ça, pour moi, c'est aussi une des clés. C'est-à-dire que les gens qui n'ont jamais fréquenté d'enfants handicapés quand ils étaient à l'école, eh bien, forcément, quand ils arrivent dans le monde du travail, ils ne sont pas du tout préparés, ils sont moins ouverts. Oui. Les gens qui ont connu des enfants handicapés dans leur classe, à l'école primaire, au collège, au lycée, à l'université, après, quand ils sont sur le marché, dans le monde du travail, eh bien forcément, ils sont un peu plus ouverts et ça leur paraît plus normal. Et donc ça, pour moi, c'est aussi très encourageant. Vous êtes optimiste par rapport au fait que l'on puisse donner une forme de connaissance, de culture du handicap à des personnes qui ne sont pas directement concernées? Par rapport à des personnes qui ne sont pas directement concernées, aujourd'hui, elles sont de plus en plus ouvertes, de plus en plus curieuses. Et on peut effectivement, avec des quiz, avec des mises en situation, en leur faisant vraiment réaliser les impacts que peuvent avoir un handicap sur la vie, sur les différents aspects de la vie d'une personne, il y a des prises de conscience qui se font. Hein. Voilà. Et vous avez assisté à ces prises de conscience, peut-être que vous en avez même déclenché. Comment ça se produit concrètement? Une personne qui, par exemple, n'était pas du tout proche de ces questions-là et qui découvre subitement. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Est-ce que c'est un grand cri? Est-ce que la personne se met à sautiller? Qu'est-ce que vous avez observé? Sautiller, non, mais qui était... réellement, je dirais, bouleversée en fait, un peu perturbée, parce que justement, réalisant certaines contraintes et en même temps que justement, malgré cette différence, malgré ces handicaps, la personne en situation de handicap pouvait quand même faire plein de choses. Et donc ça va être, parfois c'est vraiment des bouleversements et des gens qui vont venir me voir d'ailleurs et me dire mais pour moi c'est incroyable, c'est une prise de conscience, c'est réaliser finalement que le handicap c'est pas juste les quelques préjugés qu'on a parfois. Pour cette prise de conscience, combien de temps il faut? Est-ce qu'elle se fait en quelques minutes ou est-ce qu'il faut plusieurs mois, plusieurs années? Par exemple, effectivement, dans une entreprise, pour faire prendre conscience à l'entreprise globalement, mettre en place des actions, ça peut être effectivement assez long. Ça peut durer... même en amont, quelques mois simplement pour commencer finalement les actions. Et après, effectivement, ça va mettre quelques années à vraiment réussir à mettre en place une culture de l'inclusion finalement dans l'entreprise. Il y a des gens qui effectivement vont avoir besoin, je dirais, qu'on leur répète les choses, qu'on leur prouve les choses, qu'on leur explique. Et ça peut être effectivement long. Et dans certains cas, ça peut être assez soudain, je dirais. Ils peuvent assister, par exemple, à une situation, ils peuvent aussi être amenés à faire, justement, à faire une mise en situation. Donc, où on va leur proposer de vivre finalement la vie d'une personne en situation de handicap pendant quelques instants. Ça, par exemple, c'est des choses très fortes qui peuvent secouer d'ailleurs et qui peuvent permettre des prises de conscience assez soudaines, alors qui ne sont pas forcément complètes, mais qui vont permettre à la personne déjà de changer un peu de regard et de s'intéresser un peu plus au sujet. Pour vous, le plus efficace, ce sont ces choses concrètes de la vie, plutôt que, on va dire, des élaborations théoriques. Les deux ont leur importance et on va
pas se servir des deux au même moment. Mais oui, effectivement, je trouve, de mon expérience, pour disons le grand public, je dirais que oui, c'est des choses concrètes quand même qui vont plus marquer les esprits et donc qui vont peut-être pouvoir faire un peu bouger les choses, bouger les lignes, changer les regards. Vous avez parlé de cette force d'entraînement que peut avoir un dirigeant concerné par le handicap ou dans quel cas de la famille est concernée par le handicap. Mais il y a un sous-entendu, c'est que pour que l'inclusion se fasse dans une entreprise, il faut que l'impulsion vienne du sommet. Je suis complètement d'accord, effectivement. Il faut vraiment que la direction devienne, soit exemplaire sur le sujet, qu'ils deviennent des ambassadeurs. Et il y a vraiment besoin de ça pour effectivement entraîner, engager le reste des équipes, le collectif derrière. Quand on le fait, pas forcément pour les bonnes raisons, simplement pour une raison financière et que la direction ne s'engage pas, ça fonctionne pas sur le long terme en tout cas. Ça peut marcher 2-3 fois comme ça pour faire joli, on va dire, mais ça n'a pas d'impact réel et c'est pas valable sur la durée selon moi. Parce que, soyons réalistes, on n'est pas au pays des bisounours. Combien d'entreprises vous connaissez, que je connais parfois aussi, où la mission handicap vit un petit peu dans sa bulle. Elle est là pour faire joli, pour reprendre votre terme. Il y en a beaucoup, des entreprises comme ça. Ça arrive aussi, malheureusement. Oui, tout à fait. Et où finalement le seul pouvoir de la mission handicap, c'est d'acheter du chocolat à la fin de l'année. Ça arrive encore, effectivement, de temps en temps. C'est bien dommage. Il y a encore beaucoup de travail, les choses évoluent, il y a des plus petites entreprises aussi aujourd'hui qui quand même s'engagent, qui créent, alors c'est plus modeste que des missions handicap, mais qui ont leur référent handicap et qui va vraiment s'investir. Donc on peut faire des choses, mais oui, malheureusement, il y a encore je suis tout à fait d'accord, il y a encore des structures où ça se passe comme ça. Est-ce qu'on pourrait résumer les choses en faisant une sorte de principe managérial, que la responsabilité en matière de handicap et d'inclusion ne se délègue pas? Ça ne se délègue pas, certes, mais il faut réussir aussi, je pense, à impliquer le plus grand nombre et le plus largement au niveau des fonctions, disons. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait que la direction et les RH. Il faut aussi réussir à embarquer, pour moi, à impliquer le service communication, le responsable RSE, le service achat, etc., etc. Toutes les fonctions support qui vont permettre aussi ensuite de déployer cette politique inclusive au sein de l'entreprise et des équipes. Oui. Vous avez parlé d'entreprises, vous avez cité toutes sortes de responsables dans les entreprises, mais essayons de parler par exemple d'université, essayons de parler d'administration. Qu'est-ce que vous avez observé? Quel est votre bilan? Qu'est-ce que vous aimeriez dire à ce sujet? Je pense qu'il y a encore pas mal de chemin à faire dans les administrations finalement, un peu, oui, alors peut-être différemment que dans le secteur privé, mais il y a encore du chemin à faire. Il y a des changements réels, je trouve, dans effectivement les universités et dans l'enseignement supérieur, où effectivement on va vraiment prendre en compte les étudiants en situation de handicap, les accompagner pendant leur parcours universitaire. Et même les accompagner dans leur recherche, dans leur insertion professionnelle, justement. Mais ça, c'est des choses qui sont vraiment encore toutes nouvelles, finalement. Ça c'est émergent en ce moment. Parce que vous, à titre personnel, pardonnez d'être indiscret, vous avez pu bénéficier d'une telle aide ou pas du tout? Moi, je suis née en 1983. J'ai fait toute ma scolarité en milieu ordinaire. À l'époque, j'ai été accompagnée par une institution qui m'a accompagnée dans le système ordinaire, dans l'école, le collège et le lycée de mon quartier.
Mais effectivement, à l'époque, les ASH, etc., ça n'existait pas. Donc effectivement, j'ai dû en tout cas me débrouiller seule dans ce parcours-là. À la fac, donc j'ai fait un master en droit et un master en marketing communication. Dans les années 2000, disons, il y avait un service dédié aux étudiants handicapés. Mais il y avait donc, je crois que c'était une personne qui n'était pas à temps plein pour toute l'université qui comptait 25 000 étudiants. C'est le fameux bureau 327 Voilà. ouvert le C'est vendredi de 10h30 à 11h15. C'est à peu près ça. Donc, grosso modo, j'ai quand même dû beaucoup me débrouiller seule. Bon, je pouvais les solliciter pour les examens, pour des choses comme ça, disons, voilà. Mais j'ai beaucoup dû me débrouiller effectivement toute seule. Et pour mon master spécialisé en marketing communication, oui, le handicap, je dirais qu'ils ont découvert avec moi, en fait. Il n'y avait rien de... Voilà. Dans le monde du handicap, l'accès aux formations, notamment formations longues, est souvent des plus difficiles. Tout à fait. Et donc, je crois qu'il y a pour nous, à ce niveau-là, du boulot. Il y a quand même aussi un gros phénomène d'autocensure. Ouais. L'autocensure qui vient des personnes en situation de handicap, des jeunes eux-mêmes qui vont s'autocensurer en se disant bah, je suis handicapé donc je ne peux pas faire ci ou ça. Mais le phénomène d'autocensure, pour moi, il ne vient pas que d'eux, c'est aussi de leur entourage qui, par souci de bien faire et par souci de surprotéger, va effectivement souvent dire bah non, mais ça tu peux pas à cause de ton handicap, ce métier tu peux pas, cette formation tu peux pas. Dans mon parcours, je me souviens de moments, effectivement, on m'a dit bah non, mais ça c'est impossible ou non, ça on peut pas faire. Et ben j'ai continué et puis j'ai pu le faire. J'ai plusieurs exemples là qui me viennent en tête, mais effectivement, il faut pas s'arrêter à un non ou un c'est pas possible. Oui. Ne censurez pas ces exemples qui vous viennent à l'esprit. C'est ce que je souhaitais en partager un ou deux. Je crois que c'est très important. Le premier qui m'est venu en tête, c'est effectivement, donc au début de mes études, je souhaitais trouver un job d'été. Et je n'avais jamais donc fait de CV, je n'avais jamais travaillé. Et j'ai demandé effectivement à des professionnels du handicap si en fait, ma question c'était est-ce que je dois indiquer ma RQTH sur mon CV ou pas pour chercher un job d'été. On m'a pas répondu. On m'a dit de toute façon, vous ne trouverez pas de job d'été, c'est pas la peine de chercher. Ah bon. Voilà. Et donc, bon, ben là, moi, je me suis dit, ben non, ça me convient pas comme réponse. Je vois pas pourquoi je pourrais pas trouver de job d'été. J'ai fait un CV, j'ai mis ma RQTH et finalement, j'ai trouvé un job d'été dans une banque. J'ai fait plusieurs étés de suite. Un autre qui me vient, c'est effectivement un concours dans une école publique où je m'étais inscrite au concours et ce que je demandais pour le concours, c'était d'avoir donc les documents en agrandi, donc au format A3 au lieu de A4. Et il y avait notamment une note de synthèse à rédiger. Et quand je me suis inscrite, en fait, on m'a écrit en me disant qu'il refusait d'agrandir les documents parce que c'était trop cher. Et donc, là, du coup, j'ai été obligée d'aller chercher effectivement l'article de loi qui montrait que c'était obligatoire, en fait, tout simplement, pour ce concours-là. Ça faisait partie des... Et donc, je leur ai renvoyé une lettre très polie, très correcte, en intégrant l'article de loi. Mais voilà, il a fallu... quand on est en situation de handicap, qu'on n'a pas trop confiance en soi, qu'on est jeune encore, d'ailleurs ça renforce tout ça, je pense. Voilà, on me dit bah non, bah c'est pas possible, pourquoi chercher un job d'été, quel droit d'idée. Bon bah on s'arrête là quoi. Mais j'ai dit, il y a quelque chose qui me frappe en filigrane dans notre dialogue. Vous avez parlé des entreprises, vous avez dit que pour une entreprise, pour qu'elle soit inclusive, il vaut mieux que le
patrons soient plus ou moins concernés par le handicap. Puis nous avons parlé des universités. Et là, il y a quelque chose, il y a un tabou que je crois personne n'ose dire. C'est d'envisager la possibilité qu'il y ait des profs d'université handicapés ou peut-être un président d'université handicapé. C'est tellement inconcevable qu'on n'ose même pas le dire. C'est vrai que c'est assez tabou, ça fait partie des choses qui sont sûrement encore tabous, alors qu'effectivement, il n'y a pas de raison, évidemment, qu'il y a des professeurs d'université qui sont en situation de handicap. J'ai l'habitude, par contre, de dire qu'il n'y a, pour moi, aucun métier, finalement, aucune fonction, aucun métier où il n'y a pas de personnes handicapées. Il n'y a aucune raison, mais c'est vrai qu'on le dit rarement. Oui, aussi on parle par exemple des professeurs d'université. Si on parle, bien que ça évolue très partiellement, des hommes politiques, ce sont des métiers que l'on juge inconcevables qu'ils soient déclinés au handicap, quoi. C'est vrai, je pense que ça surprendrait beaucoup. Alors que ça aurait tout son sens, parce que justement, je pense qu'une personne qui vit une situation de handicap et qui a toutes les compétences pour faire ce métier-là, eh bien, elle apporte malgré tout une autre vision du monde, une autre façon de faire aussi. Elle va enrichir finalement la communauté. Et donc vous, à titre personnel, il y a quelques années, vous vous êtes décidé à fonder votre propre entreprise. J'ai créé donc mon entreprise à tout cap, avec laquelle j'accompagne les entreprises dans leur politique handicap. Je fais de la formation, on parlait de ça au début. J'ai créé cette structure finalement parce que j'en avais marre qu'on ne me donne pas vraiment ma chance en tant que salarié, et que j'en avais marre de ne pas trouver mon équilibre alors que j'étais diplômée, compétente. Et donc, j'ai fini par créer ma propre structure pour pouvoir proposer des choses et avancer moi-même aussi dans ma vie. Qu'est-ce qui vous a poussé à cette métamorphose ? Je me suis rendu compte que j'avais effectivement des compétences à apporter aux entreprises qui avaient un besoin sur cette thématique du handicap. Que le fait d'ailleurs d'être une personne en situation de handicap, ça pouvait aussi être un atout finalement, et ça pouvait rassurer ces entreprises. Je me suis aussi rendu compte, en creusant un petit peu le sujet, que c'était aussi une belle opportunité en tant que personne handicapée de se créer son propre emploi et sur mesure. C'est-à-dire que ça permet de créer son propre emploi et de tenir compte aussi de son handicap, et donc d'adapter complètement cet emploi à ses propres besoins. Il y a quelques mesures qui sont en place aujourd'hui pour encourager l'entrepreneuriat des personnes handicapées. Il y a des aides financières à la création d'entreprises. Il y a aussi maintenant le statut de travailleur indépendant handicapé qui permet, quand on fait du B2B, d'avoir un avantage concurrentiel par rapport à ses clients. Voilà, donc il y a différentes mesures quand même qui existent pour encourager ça. Et c'est vrai que, voilà, en tout cas avec mon expérience, je trouve que c'est une voie intéressante. Oui. Dans le monde du handicap, il y a un concept que l'on entend souvent maintenant, la pérémulation, parfois pérédance. Qu'est-ce que vous en pensez ? Si par exemple, durant votre enfance, vous aviez eu une sorte de modèle au sens de la pérémulation, est-ce que ça aurait changé votre vie? Est-ce que vous en auriez rêvé d'en avoir un peu de ce rôle modèle? Est-ce que maintenant vous souhaitez en être pour d'autres personnes? Sans doute que vous l'êtes pour d'autres personnes. Par exemple, j'ai dispensé effectivement dans une université un module sur l'entrepreneuriat et le handicap. J'utilisais aussi comme prévu finalement dans ce module mon parcours que je racontais aussi. Et dans l'assistance, il y avait un étudiant en situation de handicap, et il a été effectivement bouleversé. L'enseignant m'a dit par la suite que ça avait vraiment changé sa vie, parce qu'en fait,
tout simplement, il s'est rendu compte que c'est pas parce qu'il était handicapé qu'il ne pouvait pas avoir d'avenir et qu'il ne pouvait pas faire quelque chose dans sa vie. Et alors c'est un petit exemple à ma toute petite échelle, mais effectivement, ça prouve que vraiment, il y a cette autocensure aussi, il y a cette dévalorisation. C'est important d'avoir des personnes qui témoignent, des modèles, des personnes... oui, tout à fait. Ouais, ouais. Ici, dans le cadre du projet Human Diversity, nous avons pour habitude de dire que pour réaliser l'inclusion, il suffirait de presque rien. Mais c'est quoi, à votre avis, ce presque rien? Plus il y aura d'inclusion, finalement, mieux le monde sera inclusif. Parce que finalement, pour les personnes qui ne sont pas concernées par le handicap, eh bien, c'est en rencontrant, en côtoyant des personnes en situation de handicap qu'elles vont devenir plus ouvertes et donc plus inclusives. Pour moi, ce petit rien, c'est peut-être favoriser ces rencontres et ces échanges. Dans cette petite table, en fait, il y a un bouton. Hein, quand on appuie dessus, eh bien, vous pouvez, si vous le souhaitez ou pas, devenir non handicapé. Est-ce que vous appuierez ou pas sur le bouton? Et c'est pas un oui ou un non net. Forcément, il y a du pour et du contre. C'est vrai que c'est tentant de se dire qu'on n'aura plus toutes les contraintes qu'on connaît dans sa vie quotidienne. On fait beaucoup d'efforts, on se débrouille bien et donc les gens autour de nous l'oublient, mais quand on est en situation de handicap, c'est quand même des efforts quotidiens. Donc c'est vrai que c'est tentant de se dire « Ah ben tiens, si j'avais plus toutes ces barrières, si j'avais plus tous ces efforts à fournir. » Et en même temps, quand on vit une situation de handicap depuis toujours, c'est aussi ça fait partie de moi et c'est aussi ça qui m'a construit. Donc je pense que si je n'étais pas en situation de handicap, je ne serais pas la même personne. Et donc c'est ça, ça c'est le côté où je me dis finalement ça fait partie de moi, je m'en sors pas si mal et pour moi ça a vraiment contribué à construire ma personnalité, mon caractère, ma façon d'être, ça donne aussi certaines qualités comme la persévérance, l'audace, enfin d'autres choses, voilà, mais donc voilà, c'est un ouais. Cela donne des qualités qu'une entreprise peut rechercher, qu'une administration peut rechercher. Beaucoup de personnes en situation de handicap sont devenues persévérantes par la force des choses. On sait aussi aujourd'hui que les personnes en situation de handicap, donc ça, il y a des études aujourd'hui qui le démontrent, effectivement, sont plus créatives. Alors, ça peut paraître surprenant comme ça de but en blanc, mais en fait, quand on est en situation de handicap, on est obligé de mettre en place des stratégies de compensation, ou des stratégies de contournement, pour effectivement arriver à se débrouiller au quotidien ou dans des cas exceptionnels. Mais voilà, on met en place. Et donc, c'est de la créativité finalement. Donc, beaucoup de personnes en situation de handicap sont particulièrement créatives. Elles apportent aussi une autre vision du monde finalement. Donc oui, c'est effectivement, il y a certaines qualités, certaines compétences aussi qui vont être, ou soft skills plutôt peut-être effectivement, mais qui vont être appréciées aujourd'hui par les entreprises et il y en a quand même de plus en plus qui s'en rendent compte. Peut-être une dernière question en termes de créativité. Qu'est-ce que vous aimeriez ou aimez faire? Pour moi, la créativité, ça se traduit aussi en adaptabilité. C'est-à-dire qu'effectivement, quand je fais les voyages que je fais, je suis en permanence en train de créer des solutions pour faire des choses que normalement, effectivement, qui peuvent paraître difficiles quand on voit peu. Donc, voilà, ça va être vraiment sur créer des solutions pour aller dans ce sens-là.
Un tout grand merci pour ce partage d'expérience, pour ce partage de parcours. Merci pour ce que vous apportez aux personnes que vous rencontrez. Merci beaucoup, Joseph. À bientôt, je l'espère. À bientôt. Merci, Joseph.